Alors, on était présent au Mobile Congress de Barcelone, on a fait le déplacement, on a mis en place un dispositif de couverture live, ce qu'on avait fait également au CES, ce qu'on avait fait également sur la NRF et qu'on mettra aussi en place sur Cannes Lions. Vous pourrez retrouver aussi sur South by Southwest qui aura lieu en fin de semaine, début de semaine prochaine. Exactement. Donc du coup, sur cette page live, on retrouve pas mal d'interviews qu'on a pu réaliser avec des acteurs assez incontournables sur la partie mobile, que ce soit sur la partie paiement, que ce soit auprès de constructeurs, d'opérateurs téléphoniques. Ce sont des vidéos assez courtes, d'une capsule d'1 minute 30, mais à chaque fois qui ont le mérite d'aller droit au but et de bien mettre en avant les enjeux. Donc je vous recommande de les voir. On a également produit tous les jours un report avec les tendances qu'il fallait retenir, les grandes annonces qu'on ne présentera pas forcément aujourd'hui dans le détail, mais pour vous c'est toujours un gain de temps. Et puis voilà, une curation en termes de contenu, ce qui se fait sur les réseaux sociaux, que ce soit à la fois de la part du hub ou journalistes d'entreprise. Donc n'hésitez pas, on avait mis également en place un hashtag. Ce qu'on fera aussi sur les prochains événements. Voilà, donc l'idée c'est vraiment sur les événements majeurs de l'innovation, pouvoir quasiment chaque soir vous faire vraiment une synthèse en slide des grandes annonces, des grands chiffres, des grandes nouveautés, pour là encore vous gagner du temps pour pouvoir retraiter ça en interne. Alors sur le Mobile Congress, c'était la troisième année pour le hub qu'on y était. On a les différents reports. Emmanuel va faire une présentation un peu plus détaillée après. On voulait juste revenir sur 4 ou 5 grandes tendances qui nous ont particulièrement marquées. Même si pas de révolution stratégique pour les opérateurs mobiles, parce que beaucoup d'innovations incrémentales sur le design, sur l'expérience client, sur l'expérience consommateur, utilisateur du mobile, les écrans incurvés, entre autres la batterie, etc. On s'est surtout rendu compte que le smartphone de plus en plus devient la télécommande et le centralisateur de tous les objets connectés. Sur la partie paiement mobile, donc bien sûr ça se concrétise, ça se renforce, que ce soit Visa, Mastercard, American Express ou d'autres acteurs type Gemalto, la dématérialisation de la carte de paiement, de la carte de fidélité sur le mobile. Voilà, donc là on voit quand même des gros appétits, hein. Tout le monde veut sa part du paiement mobile. Donc il y a d'un côté les opérateurs de paiement historiques, financiers et bancaires, de l'autre les opérateurs qui disent finalement j'ai le téléphone. Il y a les constructeurs aussi, on voit Apple avec Apple Pay. Donc tout le monde a envie de croquer. Après la difficulté ça sera effectivement de changer les usages. On voit qu'aux États-Unis on était encore avec la bande magnétique, donc pour eux il y avait aussi un enjeu de sécurisation. Donc pour eux c'est plutôt assez chouette de passer sur du paiement sur mobile. En Asie aussi, j'en parlerai tout à l'heure. Après, c'est sûr que sur les Européens, finalement, la bonne vieille carte bleue fonctionne encore pas mal. Donc, il va falloir voir si on arrive à convaincre les gens de switcher. Et justement, sur ce point, on a sélectionné une vidéo et quelque chose qui nous a vraiment interpellés et qu'on voulait partager avec vous ce matin. So what I'm showing here today is paying at the table with your watch. You would use the MasterPass application in the phone, and using geosensoring you know which restaurants are close by. So in this case I'm picking Wagamama. I arrive at the restaurant, I click here to check in, and it produces a 4-digit code which I give to the server. The server then links everything I'm buying to me. When I'm ready to check out, I check what's on the menu, the list of things that I bought, making sure everything's accurate. I'm happy with it, I click here to pay. This goes away to MasterPass and gets my cards. I can pick between, oops, wrong way. I can pick between multiple cards in here and then click here to pay. It's beautiful for the consumer because the consumer, when they're ready to leave, they can just check out. They don't have to wave down the server and do the payment. It's also wonderful for the merchant
who can cut out approximately 10 to 15 minutes out of a seating. So over a lunchtime period, they may be able to get an extra seating in, which is terrific as well. We can also show you on the other phone here, we can show you splitting the bill and increasing the tip amounts and a variety of other things. So it's quite an interesting application. It's live now at Wagamama in the UK at 112 locations. Comment est-ce que, à travers l'objet connecté, la montre, le smartphone, on est toujours dans cette logique d'expérience consommateur qui rentre dans le restaurant, qui se logue et ensuite qui peut faire son paiement directement via sa montre. Et effectivement, avec un enjeu évidemment de rentabilité pour les points de vente, c'est d'économiser du temps par client. Finalement, on imagine si en plus on peut partager l'addition à 12, ça va être un peu plus rapide que jusqu'ici au restaurant. L'autre point aussi dont on a beaucoup parlé, la 5G. Alors avec une dynamique aussi assez politique, soutenue en tout cas par les institutions politiques et publiques. Il y avait une conférence assez importante avec l'Union européenne sur le déploiement de la 5G, les enjeux en termes pour soutenir l'économie digitale. Beaucoup d'opérateurs aussi se positionnent sur le sujet. Très concrètement, on a retenu la date de 2020 avec les JO à Tokyo. Aujourd'hui en France, tout le territoire n'est pas complètement couvert sur la 4G. On se projette déjà sur la 5G, communication, marketing, mais en tout cas on en parle et ça faisait partie des sujets des conférences. La réalité virtuelle de plus en plus concrète et mobile. Donc Oculus avait bien lancé déjà la dynamique. Aujourd'hui, HTC plutôt sur la partie gamer avec vraiment une expérience très affinée en termes de design. Samsung aussi, en intégrant directement le téléphone. Je crois que Google avec beaucoup moins de design puisqu'eux ils sont amusés pour se moquer un petit peu d'Oculus à faire des lunettes augmentées en carton de pizza. Vous mettez votre téléphone dedans et ça marche. Donc ils ont dit c'est un peu dommage d'avoir dépensé autant d'argent pour acheter Oculus à leurs amis de Facebook. Mais en tout cas tout le monde s'y met et ça va être vraiment une fonctionnalité qui est assez aisée. Après, est-ce qu'on l'utilisera tout le temps? Peut-être pas, est-ce que ce sera que pour le gaming? Mais en tout cas, ça va être assez simple de pouvoir avoir ce type de fonctionnalité. Et le dernier point, bien sûr, les objets connectés. Alors on a vu, on est passé sur le stand de Ford. Il y a d'ailleurs une vidéo assez sympa à regarder sur comment aujourd'hui on parle beaucoup de voitures connectées. Typiquement le vélo connecté, avec toujours cette centralisation autour du mobile où je rentre dans ma voiture et j'ai cette capacité déjà dans ma voiture de pouvoir contrôler mes objets qui sont dans la maison, d'activer certains objets. La montre connectée, objet phare wearable phare. Et puis, intéressant, Ikea qui a profité du Mobile Congress pour se lancer sur le mobilier connecté avec les recharges, des stations de recharge directement intégrées dans les meubles. Je vais à présent laisser la parole à Emmanuel, qui va vous présenter les 5 grandes tendances identifiées à partir du Mobile Congress et plus. Donc vraiment sur la thématique mobilité, on a un gros hub report qui arrive, on va avoir 250 slides, quelque chose comme ça. Donc là c'est vraiment quelques mini trends qu'on en a pu extraire. Alors si vous voulez tweeter aujourd'hui, n'oubliez pas, c'est #Hubday, HUBDAY. Et puis évidemment la plupart des présentations aussi sont disponibles sur SlideShare. Donc juste 5 qu'on pourrait retenir. C'est vrai que il y a toujours un petit peu les buzzwords et les expressions. Alors avant on nous disait faut être compatible mobile, faut être responsive. Les 12 derniers mois on nous disait faut être mobile first. Maintenant faut quasiment lancer l'app en premier. Et là effectivement on voit les acteurs quasiment annoncer qu'ils vont devenir mobile only. Et à la limite il n'y a plus qu'une app mobile, iPad ou tablette et il n'y a même plus de site web. Donc là aussi il y a un vrai boulot sur l'expérience utilisateur et pour certains ils sont en train de se dire finalement
finalement, voilà, je suis dans la poche de mes clients, tout le monde a un mobile, de plus en plus un smartphone. Est-ce que ça fait encore du sens d'avoir un site web? Alors, c'est peut-être un peu drastique, mais en tout cas, c'est assez nouveau comme tendance. Et effectivement, aujourd'hui, c'est à peu près 28% des accès au site web en 2014 est fait par mobile ou par tablette. Donc ça change un tout petit peu la donne pour les marques. Il y a quand même un vrai boulot d'accélération là-dessus. Un tiers des shoppers utilisent exclusivement le mobile aussi. Donc ça aussi, quand on parlait effectivement de la priorité au mobile, on voit qu'à terme, il y en a pour certains, ça suffit. Juste, ils n'ont plus forcément envie d'aller sur un ordinateur. Alors effectivement, je l'avais déjà un petit peu introduit dans les prédictions en janvier, mais c'est vrai que voilà, on voit vraiment aussi un move du côté brochure, média, site responsive, avec juste de l'information à vraiment application transactionnelle de business. Comment je fais du chiffre d'affaires aujourd'hui sur le mobile. Et là, évidemment, on aura tout à l'heure un échange avec Uber qui viendra nous expliquer un tout petit peu effectivement comment ils ont révolutionné l'industrie. Mais je pense que ça sera intéressant. On verra que pour eux, ils ne sont pas juste en train de se dire on attaque le marché du taxi. Vous allez voir comment leur vision business, c'est bien plus que ça. Et effectivement, avec une simple app, c'est 40 milliards de valorisation aujourd'hui en bourse. Et a priori, on peut s'attendre à ce que ça continue de grandir. Si on prend Starbucks, c'est 6 millions de paiements réalisés par semaine avec l'application. Donc là aussi, je pense que ce qui est intéressant derrière ça, c'est vraiment une marque qui est constamment en train de tester et d'expérimenter. Et je pense qu'aujourd'hui, le syndrome de pas mal de marques, c'est un peu le sport élect, quoi. C'est moi je voudrais être musclé mais j'ai pas trop envie d'aller faire du sport. Il n'y a pas un moyen simple de devenir bon tout de suite en mobile ou en digital. Et désolé, non, ça marche pas comme ça. Si vous voulez devenir bon, va falloir tester, expérimenter, apprendre, dépenser de l'argent, pas toujours réussir. Mais il y a un moment, il n'y a pas de solution magique pour tout le monde et simple. Aujourd'hui, voilà, il faut du retour du client, il faut aussi former ses équipes, tester des choses. Et je pense que Starbucks, c'est une vraie marque là-dessus. Ils ont fait un gros partenariat avec Square aux États-Unis. Mais voilà, ils testent plein de choses et à la fin c'est vraiment le magasin et le consommateur qui leur dit ça marche, ça marche pas. Une des marques qui a aussi testé évidemment les choses en premier, c'est vente privée, 35% de chiffre d'affaires sur mobile. Le matin ils font un carton tous les matins sur tablette, sur mobile, les gens et surtout les femmes paye, achète en ligne. Donc on se dit c'est pas possible, non c'est pas facile, mais quand on prend le temps de le faire, quand on teste les choses, on y arrive. Facebook évidemment qui a fait son gros pivot, puisqu'il y a encore 3 ans il faisait 0 € de chiffre d'affaires sur mobile, aujourd'hui c'est 61% de leur chiffre d'affaires sur mobile. Si je devais vous dire ok dans 12 mois, dans 18 mois, comment vous faites pour avoir 60% de votre revenu sur mobile, je pense que ça serait compliqué pour pas mal d'entre vous. Et si on regarde côté Asie, parce que c'est vrai qu'on regarde toujours côté États-Unis, Silicon Valley, mais là, entre autres, au Mobile Congress, il y avait énormément d'acteurs asiatiques qui sont vraiment en train d'innover très fortement. Si on prend WeChat, par exemple, donc il y a l'outil de messagerie avec 468 millions d'utilisateurs actifs en Chine et en Asie, il y a quelque chose, c'est, on va dire, au Nouvel An chinois, il y a une tradition là-bas, vous voyez les petites enveloppes rouges. Alors avant c'était pour les enfants, mais maintenant c'est pour tout le monde. En fait, on offre de l'argent dans des enveloppes aux gens qui comptent pour vous, votre femme, vos enfants, vos amis proches, votre famille. Et donc ils se sont dit comment on peut adapter ça sur mobile. Donc c'est Red Envelope, les enveloppes rouges. Et sur WeChat, il y a 8 millions de personnes qui ont envoyé 40 millions d'enveloppes rouges pour 64 millions de dollars pour le Nouvel An chinois. Mais ça, c'est encore petit parce que Alibaba, qui est le Amazon chinois, eux, ils ont une appli concurrente qui s'appelle Alipay et eux, ils ont carrément eu 190 millions d'utilisateurs qui ont distribué 96 millions de dollars. Donc on voit, quand on parle de paiement mobile ou de transactions mobiles ou de business sur mobile, en tout cas en Asie, ils sont encore plus en avance que nous. C'est des vrais chiffres. On voit que les gens passent vraiment, et en utilisant un peu ces traditions culturelles, finalement, ça a été un bon incentive pour motiver les gens à rentrer leur carte bleue dans l'application. Un autre exemple très différent, mais qu'on avait bien aimé au CES de Las Vegas, là aussi avec entre mobilité, objets connectés et business, c'est un exemple, c'est e-keg. Donc là c'est le fût de bière connecté. Alors on peut se dire mais
pourquoi faire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un restaurant ou un bar, en fait, c'est très difficile de savoir si votre fût de bière est vide. C'est très lourd, on a un peu du mal à voir à l'intérieur où ça en est. Et souvent, en fait, on gâche 10 à 15% du volume. Et à l'inverse, si on n'a pas changé le fût de bière au bon moment, il y a 2/3 des gens qui prendront pas une bière d'une autre marque que celle qu'ils ont envie de boire. Donc en fait, on perd du chiffre d'affaires si on n'est pas capable de changer au bon moment. Et le changer en plein coup de feu, c'est pas évident. Donc IKEG a lancé cette petite balance connectée, mais on va lancer la vidéo. Benoît. Voilà. This is a story about draft beer and data. What does draft beer have to do with data? Turns out a lot, especially if you're a brewer, a distributor, a bar or restaurant retailer, or even a beer-loving consumer. As a beer lover myself, I know the tragedy of enthusiastically ordering my favorite draft only to discover the tap is blown and there's no replacement keg. I also know this scenario plays out over 160 million times per year. And it's a huge revenue and profit eater because those disappointed customers end up consuming a third less beer. This happens because retailers have no reliable data, no way of determining how much beer is left in a keg. But fortunately, our biggest brewing partner found a solution, the Steady Serve iKeg, powered by Intel. How does it help? It removes the guesswork and surprise by providing data. Accurate, timely data. How does it work? The iKeg has a sensor that weighs the keg above it to detect exactly how much beer is left. Another sensor located on the beer keg identifies the type of beer in the keg and its packaging date. The iKeg then wirelessly sends timely data about the status of that keg over an Intel gateway to the cloud. My retail customers now never run out of beers from the brewer using iKeg. They sell more beer, increase tap velocity, and can use the iKeg data to optimize their beer lineup, rotation, and pricing. Not to mention, it's had a big impact on customer satisfaction and loyalty. The improved visibility I get helps me retain and even expand our market share. Plus, my reps are much more efficient because they know precisely what each retailer needs, improving order accuracy. But the biggest iKeg benefits are experienced by the brewer. In the old days, their sell-through data was typically 3 months old by the time they received it. That made it impossible to spot trends and correlations in any kind of timely manner. With iKeg, they get accurate data about what's happening with every keg, right now, across the entire supply chain. And they can use that insight to ensure their beer stays fresher while minimizing costly, out-of-stock occurrences, enabling them to increase keg velocity and tap handles. They can break down sales volume across individual retailers and regions, by time, by day of week, and by type of retailer. They can see how each of their social, mobile, advertising, and promotional campaigns are working. Now, not many weeks from now. And that has enabled them to better target their customers, optimize their marketing dollars, and maximize revenue and ROI. You could say that the Steady Serve iKeg solution, powered by Intel technology, is our new best friend. Check it out for yourself. Merci Benoît. Donc vous voyez, ça paraît tout bête, mais finalement encore un business qui va être impacté par la mobilité, par les objets connectés et en termes on va dire de chaîne logistique et de capacité effectivement à mieux cibler, à amener du rapprovisionnement au bon moment au point de vente. On a un bon exemple de comment faire effectivement plus de business. Alors la publicité mobile a marché plein d'avenir. Alors chaque année on nous a dit que c'était l'année du mobile. On voit bien que c'est pas évident parce qu'on a toujours ce problème de taille de l'écran et puis d'ailleurs de multiplicité des tailles d'écran, de tablettes, de phablettes, de mobiles. On a un peu tout testé, les toasters, les pré-rolls, évidemment on va dire aujourd'hui ceux qui tirent vraiment leur épingle du jeu, c'est vraiment les réseaux sociaux. Facebook a fait un format qui marche excellemment bien sur son appli mobile puisqu'il est très visible dans le flux sponsorisé avec un ciblage qui est vraiment très bon puisqu'on peut choisir vraiment de cibler que
les gens sur Android ou sur iOS ou sur tel type de portable. Évidemment, Twitter lance un petit peu la même, et puis tout le monde est en train de s'y mettre, et ça permet effectivement de changer un petit peu la donne. Au lieu de mettre une pub sur un site ou sur une appli, on commence à cibler les gens vraiment beaucoup plus précisément. Alors, c'est bien, et en même temps, voilà, on n'est encore pas au top du top. Aujourd'hui, si on regarde, ça c'est les derniers chiffres SRI de février, aujourd'hui, en part du marketing mix, la télé est toujours à 27%, le digital à 25%. C'est bien, mais honnêtement, on est encore très en retard par rapport à l'Angleterre qui est déjà à 35 ou 40% sur le digital, la presse, l'affichage, le courrier, la radio, et voilà le mobile à 5%. Donc le mobile, c'est bien, parce que je crois qu'on a dû faire 300-400% de progression, donc c'est énorme. Et en même temps, si on regarde par rapport au temps réellement passé par les gens, c'est probablement un des premiers médias aujourd'hui en temps de consommation. Donc voilà, gros rattrapage, mais encore loin d'être au niveau de la consommation, du temps passé par les gens. Mais on aura la Mobile Marketing Association qui va nous détailler ça tout à l'heure un peu plus. Et c'est vrai que je pense que voilà, il faut arrêter de vouloir toujours réadapter, faire ce qu'on faisait avant sur le nouvel écran, le nouveau canal. Donc c'est pour remettre des banners télé sur du mobile ou des banners web sur du mobile, c'est un peu dommage. D'où l'intérêt effectivement de réfléchir à d'autres choses, et entre autres à des apps publicitaires. Donc ça c'est le cas de Burger King, qui vous permet dans la queue en fait de jouer à un jeu, et si vous gagnez, si vous êtes bon, vous allez pouvoir gratter la queue et aller directement voir le serveur avec votre mobile en disant c'est bon, j'ai gagné, j'ai pas besoin de faire la queue et je peux gratter tous mes petits camarades. Donc là aussi voilà, c'est un jeu, on utilise le moment d'attente, ça reste de la pub, mais de la pub sympa, de la pub décalée. Alors évidemment eBacon, depuis 18 mois, on entend énormément parler. C'est vrai que là, pour le moment, les exemples les plus aboutis qu'on a pu voir, c'est dans les stades aux États-Unis. Là, il y a eu beaucoup d'utilisation, puisqu'il y a toute cette logique au mi-temps, aux pauses, comment je vais aller acheter mes saucisses, ma bière, on va me faire une offre promotionnelle, on va pouvoir me diriger vers une buvette s'il y a moins de monde de ce côté-là qu'une autre, et puis évidemment j'ai mon portable avec moi, donc typiquement c'est au top pour faire du coupon mobile. Il y a Macy's aussi aux États-Unis qui a fait pas mal de choses, je vous invite vraiment à regarder ce qu'ils font là-dessus. Mais c'est vrai que ce qui n'est pas évident, c'est qu'avec l'arrivée des nouveaux objets connectés, des nouveaux terminaux, on a effectivement des tailles d'écran, des formats qui vont être très différents, et donc demain quand on va avoir la voiture connectée, quel type de pub on va mettre dedans? Est-ce qu'on fait des banners? Est-ce qu'on fait des apps? Est-ce qu'on fait des messages? Il y a déjà l'AFP par exemple qui a signé un deal avec BMW. Maintenant vous avez carrément les news AFP qui défilent dans votre BM. Là dans les annonces chez AT&T au Mobile Congress, c'était là on voit une Tesla, comment je vais pouvoir maintenant interfacer ma voiture avec ma maison connectée et dire d'allumer les lumières, d'allumer le chauffage avant d'arriver, ou quand je monte dans ma voiture en partant du bureau. Et va falloir imaginer peut-être d'autres formats. Donc là on a une petite vidéo, Benoît, qui est Spritz, qui s'est dit si j'ai que un champ de texte, par exemple sur une montre connectée, comment je peux faire afficher du texte pour pouvoir le lire? Et donc ils ont réinventé une autre façon de lire du contenu. Voilà, donc on va vraiment diffuser son texte mot par mot, mais calé d'une certaine manière, et du coup avec un espace très réduit, on va quand même pouvoir proposer du contenu à lire. Donc voilà, il va falloir réinventer un petit peu les modes de lecture et évidemment les formats publicitaires pour ces nouveaux objets, pour ces nouvelles montres connectées, etc. Alors, un autre point qu'on a vu et qui est un petit peu ressorti de tout ce qu'on a pu voir, c'est finalement le design aussi. Il n'y avait pas forcément de nouveautés révolutionnaires, mais effectivement, on a senti, Perle a parlé d'IKEA, c'est que tout doucement, la techno est en train de sortir de son côté fonctionnalité première et commencer à se réintégrer dans la vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, un interrupteur électrique, etc., on y fait plus vraiment attention, ça marche, c'est intégré, on sait comment ça fonctionne, on ne le voit plus. Là, c'est un petit peu ça, c'est tout doucement faire disparaître la connectique, le chargeur qui va s'intégrer dans les meubles chez Ikea, et effectivement les objets connectés qui vont ressembler de plus en plus à un bijou ou juste à quelque chose qu'on porte, certes connecté, mais on n'a pas forcément envie de ressembler à chaque fois à je sais pas, un spationaute. Et effectivement, avec les annonces d'Apple, avec l'Apple Watch qui vient de sortir, on voit bien
bien que voilà, l'importance du design, l'importance aussi de pouvoir customiser, parce que là on voit bien chez Apple, il y a une grande gamme de prix avec des finitions qui ne sont pas du tout la même en fonction des budgets et des envies des gens. C'est voilà, tout doucement, ok, c'est le monde connecté, mais j'ai envie qu'elle soit dans ma couleur, dans ma matière. J'ai envie d'oublier un peu le côté geek et technique pour pouvoir intégrer tout ça. Donc ça, c'est une tendance, on sent, qui est en train de bien passer. Et puis, des fois, c'est aussi des choses très simples. Arcos, qui est un gros acteur français de la mobilité, ils font des tablettes, ils font des disques durs, ils font plein de choses. Finalement, leur plus gros succès de vente à la fin de l'année dernière, ça a été un bonnet connecté Bluetooth. Ils ne s'y attendaient pas, donc malheureusement ils n'ont pas forcément assez stocké autant qu'ils auraient voulu les choses, tout simplement parce que voilà, ça vous permet d'avoir les écouteurs dans votre bonnet, pas de fil qui traîne, vous allez faire du ski, vous pouvez écouter votre musique, c'est pairé en Bluetooth avec votre mobile, et puis voilà, ça devait être quelque chose autour de 30 €, donc pas trop cher par rapport à des... donc c'était le petit cadeau sympa connecté de fin d'année, donc voilà. À la fin, on peut dire ce qu'on veut, c'est aussi l'utilité. Voilà. Est-ce que c'est vraiment utile aux gens ? Est-ce que c'est simple à utiliser ? Est-ce que ça résout un de leurs problèmes ? Sinon, on va retomber beaucoup dans du gadget. Et puis la dernière tendance, c'est effectivement, on voit de plus en plus d'applications professionnelles pour gérer les collaborateurs, pour les former, pour les recruter. D'ailleurs, c'est assez choquant, je trouve. Je vois beaucoup de marques aujourd'hui où les collaborateurs m'avouent qu'ils n'utilisent pas le téléphone de leur entreprise, en fait. Parce que c'est un vieux téléphone pourri, c'est un BlackBerry hyper old school, c'est un iPhone mais il y a 3 générations, et donc je trouve ça choquant et j'arrive toujours pas à comprendre comment dans des boîtes aujourd'hui la perte de productivité et le frein à la digitalisation de par les DSI. Alors je comprends, c'est des coûts, c'est compliqué à gérer, mais c'est juste pas possible. Comment vous voulez inventer les services de demain pour vos clients si vous n'utilisez même pas leur téléphone d'aujourd'hui ? Là, j'ai encore l'exemple d'une grande boîte. J'aurais voulu leur faire tester Uber. Ils ne pouvaient pas installer l'app parce que ce n'est pas compatible avec leur version d'iOS qui est tellement vieille ou c'est plus disponible sur BlackBerry. Donc, c'est problématique. C'est un détail. Mais il y a un moment, si on n'a pas l'équipement de nos clients, on ne va juste pas s'en sortir. Et effectivement, aujourd'hui, voilà, les gens ont l'habitude d'utiliser des tablettes, des téléphones chez eux. Ils s'attendent à ce que les vendeurs, de plus en plus, utilisent ces technologies-là pour mieux les servir, pour mieux les conseiller. Et là, c'était AirWatch, qui est une des grosses technos qui permet de gérer justement des applications, du déploiement de mobile en société. Ça, c'est Orange, qui a un Device Management Express qui permet vraiment de gérer sa flotte de portables. Enfin voilà, il y a plein d'outils aujourd'hui pour mieux piloter ça, voire même être en ce qu'on appelle en Bring Your Own Device, donc laisser les gens utiliser leur propre device et garder quand même la sécurité derrière. Conforama, par exemple, qui est une des multiples marques à avoir déployé de la tablette pour leurs vendeurs, pas forcément direct pour les clients. Cognition qui fait une solution pour former les employés, donc vraiment basique. On peut faire passer des questionnaires pour vérifier que tous les vendeurs sont au courant, utilisent les bonnes méthodes, etc. Donc voilà, c'était un tout petit aperçu. Le rapport va être très très riche parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Mais effectivement, on a la chance d'avoir plein de très bons speakers aujourd'hui, donc je vais leur laisser la place. Voilà.